Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la Rétro, votre kaléidoscope hebdomadaire de l'actualité sur Canal 2 International. Focus ce dimanche sur les accidents de la circulation routière au Cameroun. 40 morts en 48 heures. C'est le bilan de 3 accidents de la circulation survenus sur nos routes les 4 et 5 août dernier. L'excès de vitesse est pointé du doigt au premier chef. Le gouvernement est sorti de sa réserve et le ministre des Transports a tenu le 10 août dernier une réunion de crise avec tous les acteurs du secteur. Au sortir de celle-ci, des mesures fortes ont été prises, mais également des sanctions à l'endroit de 2 agences de voyage précisément. Sortie opportune, énième coup d'épée dans l'eau, nous en parlerons avec l'un des acteurs présents à cette assise-là. Son nom, Jean Vidal Ndi, il est le président du syndicat national des conducteurs professionnels du Cameroun. Nous le retrouverons sur ce plateau dans quelques poussières de secondes. Mais avant, coup d'œil dans le rétroviseur avec le round-up de l'actu. A tout de suite. Et donc, vous voyez, quand vous êtes en train... Libre jusqu'à la mort. Voilà une des images que laisse Christian Penda Ekoka chez l'Observateur politique. Libre des courants idéologiques, des bastions politiques et de la discipline subséquente qui encarte les dévots. L'initiateur de Acte Agir, plateforme alternative de la société civile, avait déjà pris ses distances avec l'un de ses premiers employeurs, la SNI, mettant en avant les arguments techniques, là où d'autres, pour des raisons philosophiques, auraient évoqué les questions de survie. Avant son entrée dans l'opposition en septembre 2018, l'ancien moderniste au sein du RDPC, haute marque de fabrique d'esprit libre, avançait d'arguments analogues pour prendre des distances avec le Saint des Saints, boudant d'être entretenu aux frais de la princesse. Renseignez-vous bien sur ce que je reçois du cabinet civil. On m'a proposé un logement de fonction, j'ai refusé. J'ai dit, j'ai déjà une maison. On a voulu me donner une indemnité de logement, j'ai dit, j'en veux pas. Il y a des indemnités que je ne prends pas. Une posture annoncée plusieurs mois avant, par de nombreuses couleurs et une certaine tonalité lorsqu'il parlait du cabinet civil de la présidence de la République. Attitude jugée très libre et indépendante. L'économiste, ingénieur diplômé de l'école polytechnique de Montréal, qui passe l'arme à gauche à l'âge de 69 ans, a refusé de se débarrasser de ce ton de liberté. Et même lorsqu'après être passé par la case prison pour la lutte pour les libertés individuelles et collectives et la transparence électorale avec son ami Maurice Kamto, il refusait d'apporter son cachet aux conclusions d'audit commandées par le président du MRC sur la gestion des fonds de survie Cameroun, Survival Initiative. Est-ce que vous y croyez? 330 000 euros, c'est-à-dire plus de 215 millions de francs CFA, disparaissent comme ça dans un bug. Vous y croyez? L'illustre disparu avait consommé la liberté jusqu'à la lie. Des ouvriers à l'œuvre au rôle principal du palais des congrès de Yaoundé. L'on s'attelle ici à la fabrication des gadgets de décoration façon africaine. L'ampleur des travaux est encore plus grande ici à la salle inaugurale. Toute la scénographie se dessine avec le montage des supports lumineux issus des technologies de dernière génération. C'est ici que va se dérouler la cérémonie très attendue de tirage au sort. Tout doit être prêt au plus tard ce vendredi pour les premières répétitions. Les équipes travaillent actuellement 16 heures sur 24 en shift et à partir du moment où on va se rapprocher des répétitions principales avec l'ensemble des différentes parties prenantes de nos équipes, puisque ça va monter en intégrant l'ensemble des gens à peu près à 180 personnes je pense, donc tous unis pour faire de cet événement un véritable lancement impactant au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est quelque part la première pierre jusqu'à l'événement de janvier. Lip Creative Studio est soutenu dans l'organisation de cette cérémonie par l'expert local Easy Group, une entreprise dont l'expertise en matière d'événementiel n'est plus à démontrer. Easy Group est une entreprise locale. C'est nous qui connaissons un peu les réalités en termes de décoration sur le plan local. Et donc, on s'est mis ensemble pour penser effectivement tout ce qui est déco sur le plan purement africain, parce que
il faut reconnaître que la déco répond typiquement au standard africain. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu s'écarter. Vous allez notamment voir du feuillage, des bambous, des pailles un peu de partout. Donc tout ça, c'est vraiment pour rappeler le côté très africain de la cérémonie. Et donc nous sommes là pour implémenter et on est très fiers de faire partie de l'aventure. La salle inaugurale du Palais des Congrès, dotée d'une capacité de 1500 places assises, ne recevra que 658 convives le 17 août prochain pour des raisons de distanciation. L'administration du Palais des Congrès de Yaoundé prête également main forte aux équipes pour qu'il n'y ait aucune fausse note au cours de la cérémonie. Nous avons mis en place une programmation spéciale pour nos différentes équipes techniques et administratives afin de préparer efficacement ce grand rendez-vous sportif. Nous essayons également de les suppléer pour tout ce qui concerne les questions logistiques, les aménagements techniques. Et à côté de cela, nous révisons également notre matériel. Vous savez, quand vous préparez un grand événement, il est important de regarder les circuits électriques, la climatisation et autres. Donc nous essayons de contrôler tout cela et de remettre tout à jour pour que nous soyons enfin prêts. Mais je peux vous rassurer que nous le préparons sereinement. La direction générale a pris toutes les dispositions pour que tout se passe bien. Et je pense que nous serons prêts et nous allons encore relever cet énième défi comme il est d'accoutumé en fait. Il est prévu à l'extérieur et jusqu'à l'entrée principale, un plan de décoration des plus originaux qui plongera les invités, une fois le portail franchi, au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils croyaient s'en sortir aussi facilement après leur forfait que non. Même si les parents, pris de panique et d'anxiété, ont versé 300 000 francs CFA sur les 500 000 francs de rançon exigés pour sortir leur fille des griffes de ses ravisseurs à l'insu de la police, la division régionale de la police judiciaire du centre, déjà avancée dans ses investigations, n'a pas lâché prise. La DRPJ, qui n'est pas la belle au bois dormant, s'est montrée jusqu'au boutiste. Elle a pu localiser ce scélérat, ce présumé ravisseur, dans le village de Ndong, dans les encablures de la ville de Mfou. Elle a mis en place un ensemble de fonctionnaires de la Sûreté nationale qui ont fait irruption au domicile de ces deux kidnappeurs à l'aurore du 29 juillet 2021. C'est ainsi qu'ils ont procédé à l'arrestation des ravisseurs âgés de 22 et 23 ans, des présumés malfrats, pas encore connus, des services de la Sûreté nationale qui, apprenant sur place, s'étaient donné pour modus operandi d'appâter leurs victimes, les séquestrer, abuser sexuellement d'elles avant d'exiger le paiement des rançons. La police camerounaise compte sur la collaboration de la population pour en finir avec pareils individus. Si l'un quelconque citoyen constate que son semblable est dans une position d'inconfort sur le plan sécuritaire, eh bien, force est d'appeler le 117 ou le 1500. En rappel, il y a moins de 2 mois, les personnels de la Sûreté nationale mettaient la main sur des présumés kidnappeurs. Le phénomène semble avoir le vent en poupe. La vigilance est plus que jamais de mise. Je n'aurai plus mon ala, il est parti. Complainte d'une maman qui a perdu son fils. Les faits se sont déroulés dans un rayon d'à peine 100 mètres au lieu d'Inkulu Carrière par Hawaï à Yaoundé. Un triangle mortel avec ici la demeure du défunt Alain Wang, en face le domicile de ses parents et quelques mètres plus loin celui de sa compagne Clémence Enyégué. Les stigmates de cette folle nuit sont encore visibles. Tout serait parti d'une somme de 200 000 francs, fruit d'une tontine dont le défunt venait de bénéficier. Il avait eu sa cotisation ce lundi-là parce qu'il voulait un peu faire une activité autre que celle qu'il faisait. Il semblerait qu'elle a pris l'argent. Elle est allée chez elle parce qu'elle habite là derrière. Et mon fils l'a suivi. Quand je suis arrivée, mon mari et moi, on a trouvé juste le corps qui gisait dans un bain de sang. Selon les témoignages recueillis sur place, c'est au cours d'un échange houleux que le pire s'est produit. Après avoir asséné 3 coups de couteau à son copain, Clémence va alerter discrètement son voisin, le nommé Paddy, et s'évanouir dans la nature, laissant ses 2 enfants sur les lieux du drame. Après l'avoir poignardé, elle a tiré le corps dehors et c'est elle-même qui informe le voisin le plus proche, Paddy, que va voir ce que ton frère fait là-bas. Pas grand-chose ne filtre sur la présumée coupable,
Mais son attitude peu recommandable aurait maintes fois occasionné des murmures dans cette cour commune. Ses habillements assez obscènes. C'est vrai que les filles s'habillent généralement mal, mais il y a une certaine façon poussée de le faire quand même. Des indiscrétions lui prêtent même un sombre palmarès. Au Gabon déjà, une victime, et ensuite elle aurait fui pour la Guinée, où elle aurait aussi tué quelqu'un là-bas, d'où elle aurait fui pour le Cameroun. Alain Wong s'en est allé pour l'éternité. Son corps gît à la morgue du CEFTA au quartier Ekounou. Clémence Senyege, quant à elle, s'est rendue hier. Elle fait l'objet d'exploitation dans les locaux de la police judiciaire. Mesdames et messieurs, froid dans l'attitude et le verbe dur, le ministre des Transports éloigne la carotte et convoque la chicotte. La récréation est terminée. Nous ne voulons plus avoir des morts sur la route. 40 morts dans les 3 récents accidents de circulation sur nos axes routiers. Les premières sanctions sont prononcées. Solidarité plus voyage et avenir de la KDI sont suspendus à titre conservatoire jusqu'à l'exploitation complète des rapports d'enquête. Et ça, dès ce jour. 4 chauffeurs aussi tombent dans le lot des sanctions. Suspension de permis de conduire pour des durées allant de 1 à 6 mois. Pour les camions impliqués dans ces accidents du 4 au 5 août dernier, leur statut administratif particulier retarde les sanctions. Mais elles arrivent, rassure le ministre. La sécurité routière reste le levier actionné contre des morts sur nos routes. Cette fois, le gouvernement souhaite impliquer tous les acteurs. L'administration à elle seule ne peut pas résoudre le problème s'il n'y a pas les acteurs. Les acteurs sont ceux-là qui sont supposés être des syndicalistes avisés. Ce mardi, devant les acteurs justement, 12 nouvelles directives sont adoptées à implémenter pour mettre la rigueur à sa mesure maximale. Suivi de véhicules, gestion des voyages, encadrement des chauffeurs et protection des usagers dans cette corbeille de prescription. Le ministre a été ferme et nous l'encourageons dans cette initiative afin qu'il n'y ait plus de morts sur nos routes. Trop, c'est trop, que les compagnies de voyage, que les transporteurs de gravier, de grumiers soient véritablement responsables sur nos routes afin de préserver des vies humaines. On s'inscrit dans une logique de tolérance zéro, surtout que les résultats des radars sur 6 jours ont pris 8 agences de voyage en excès de vitesse. L'agence Finesse Voyage, avec 30 cas enregistrés, est la championne de ce mauvais coup. Retour sur ce plateau avec Jean Vidal Ndji. Jean Vidal, bonjour. Bonjour, Jadis. Bienvenue sur le plateau de la rétro. Bon, ben, c'est moi qui vous dis merci. Et une occasion pour moi de saluer tous les fidèles téléspectateurs de rétro. De la rétro sur Canal 2 International. Jean Vidal Ndji, vous êtes le président du SINACOP-CAM, le syndicat national des conducteurs professionnels du Cameroun. C'est quoi le SINACOP-CAM? Bon, ben, c'est un syndicat national légalement constitué et qui compte en son sein plusieurs sous-secteurs, je veux dire sous-secteurs des transports par moto-taxi, sous-secteur de transport urbain par taxi et sous-secteur de transport périurbain, interurbain et routier. Voilà que c'est des ouvriers de transport que nous encadrons au quotidien et pensons avec la formation ouvrière mettre à leur disposition un minimum qui permet quand même de pouvoir s'exprimer librement pendant qu'ils exercent leurs activités au quotidien. Quand bien même nous savons que ce secteur aujourd'hui de plus en plus devient aussi sensible et vulnérable. Tout simplement au vu de la précarité de l'emploi, l'État n'emploie plus, chacun se bat comme il peut. Mais l'élément qu'on attend toujours du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, c'est de ramener l'éthique dans le secteur de transport aujourd'hui en considérant les agences de voyage comme une entreprise de transport. S'ils étaient considérés comme une entreprise, on ne trouverait plus des travailleurs qui n'ont pas de contrat de travail, qui ne connaissent pas ce qu'on appelle bulletin de paye, qui ne sont pas affiliés à la CNPS,
qui n'ont pas un minimum de primes pouvant les motiver à apporter un rendement satisfaisant au sein de l'entreprise. Donc, nous allons arriver au stage des doléances, mais avant, on voudrait savoir combien de membres compte à ce jour le SYNACOPCAM à peu près. Bon, le SYNACOPCAM étant suffisamment représenté dans toutes les 10 régions du Cameroun, nous avons dans notre JDCR sensiblement plus de 15 000 membres actifs. Moins actifs, on était au JAD là presque de 20 000, mais à ce jour, on a 15 000 membres actifs représentés sur toute l'étendue du territoire national et en fonction des branches d'activité auxquelles ils exercent quotidiennement. Nous faisons uniquement dans le transport. Et s'il y avait lieu de se féliciter aujourd'hui, je tiendrais comme ça à remercier solennellement quelqu'un qui m'a épaulé dans ce domaine à être ce que je suis aujourd'hui. Sa Majesté, le roi Bafoussam Djitangon Pépélé, qui clôture la journée culturelle à Debsam, à Bafoussam demain. Le message est passé. Donc vous parlez ici d'autorité, puisque vous avez une lecture transversale des transports dans tous ces domaines-là. L'occasion pour moi de vous demander quel est l'état des lieux des transports au Cameroun. Bon, l'état des lieux semble un peu mi-raisin. Du fait que, comme je vous disais tantôt, tant qu'on n'aurait pas donné un statut d'entreprise auprès des gens de voyage, les mêmes mots revenant tous les jours va toujours créer les mêmes effets. Prenons un temps soit peu une agence que je ne veux pas citer ici, X, qui emploie sensiblement 280 Camerounais, où à l'intérieur, les lieux de repos de chauffeurs n'existent pas. Quand bien même ça existe, avec les vacances des bruits de bar qui ont pris élit domicile dans tous les agents de voyage, ça ne permet pas aux chauffeurs de se reposer. Vous allez trouver des chauffeurs qui n'ont pas de salaire. C'est-à-dire le patron l'accorde 2 places supplémentaires, lui donne la possibilité de gérer les bagages comme un complément de salaire. À ce titre, il n'est pas obligé de se reposer avant le voyage. Il doit être à l'agence pour surveiller et en même temps recenser les voyageurs qui doivent les installer sur les issues de secours dans les bus. Ça, c'est encore un autre problème. Vous avez ce que habituellement nous appelons les motoboys. Les motoboys dans les agents de voyage ne sont pas des travailleurs salariés. Ils vivent du racolage initié par le propriétaire de l'agent de voyage. Vous avez, avant le voyage, il n'y a pas un médecin de travail qui puisse vous dire si le chauffeur qui va prendre le bus à 6 h le matin ou à 23 h a pris la peine de bien se reposer. Il n'y a pas un canevas pouvant filtrer cela. Il n'y a rien pour nous rassurer si le chauffeur qui va prendre le volant a consommé de l'alcool, s'il n'a pas pris de la drogue avant le voyage. Et nous voyons au quotidien comment en bas office des agents de voyage, les chauffeurs avant le voyage consomment de la drogue, consomment le tramol, consomment les stupéfiants avant le voyage. En les prenant, ils croient que cela doit leur donner une certaine tonicité, leur permettre une motivation supplémentaire et leur donner plus de force d'être au volant de leur voyage. Que non, parce qu'à moins de 50 km, ils vont commencer déjà à somnoler. Il n'y a rien qui peut pallier à la fatigue quand vous êtes au volant d'un véhicule. Et la dernière qui me semble être un peu la belle, c'est que quotidiennement, le cadre dans lequel le travailleur aujourd'hui au sein des entreprises de transport n'est pas idoine, capable de lui permettre d'apporter un rendement escompté au sein de l'entreprise. Donc il y a lieu aujourd'hui de redéfinir le statut d'agent de voyage en entreprise de transport pour que le médecin de travail agisse comme dans toute entreprise, fasse ce qu'on appelle les prévisions en amont dans le but d'anticiper les accidents. Il n'y a rien pour savoir si le chauffeur est fatigué. Il n'y a rien pour savoir s'il a consommé de l'alcool. Il n'y a pas un élément sur lequel vous allez vous appuyer. Vous dites celui-ci ne peut pas prendre la route. Par contre, l'autre là peut prendre la route. Et la dernière qui me semble être un peu très intéressante, Janice, c'est le fait du mysticisme qui a élu domicile dans le secteur du transport. C'est-à-dire? Vous trouvez maintenant des promoteurs d'agences de voyage qui fabriquent les cercueils, qui ont créé les pompes funèbres. Vous trouvez quelqu'un qui achète un bus, le principe voudrait qu'il se rende dans son village, égorger une chèvre, égorger un bœuf et arroser ce sang dans le bus. Vous arrivez dans certaines agences à 4 h.
vous trouvez qu'on est en train de faire le rituel de l'huile d'olive, le rituel du sel, le rituel d'arsan. Il y a tout un rituel. Et quand bien même nous savons, quand ces rituels sont pratiqués, justement vous appelez un certain type de démon. Vous l'appelez et quand vous l'appelez, il vient élire domicile dans le bus. Et demain, quand vous ne continuez pas à l'entretenir, il devient rebelle. Et c'est ça qui crée des morts sur nos routes. Et c'est un phénomène normal que les gens n'aiment pas beaucoup parler. Moi, je le parle parce que je sais, quand vous versez déjà le sang, il y a une entité qui doit vivre, qui doit se nourrir de ce sang. Et quand il commence à se nourrir, il prend possession de ce bus. Et c'est à ce titre que la quasi-totalité des Camerounais, avant d'emprunter un bus pour une destination Y, commence d'abord par faire une prière. C'est-à-dire, au départ, on fait la prière parce qu'on n'est pas sûr d'arriver. La roue reste encore meurtrière. Et nous disons aujourd'hui, le ministre du Transport, sa sortie, elle était salutaire. C'est une interpellation à plus de conscience, c'est une interpellation à plus de responsabilité, c'est même une interpellation à certaines mauvaises pratiques qui ont élu domicile dans le secteur de transport. Justement, Jean Vidal, vous avez pas un tableau plutôt triste du secteur du transport. Au Cameroun, on a envie de dire que la rencontre du 10 août dernier était un peu comme des états généraux des transports au Cameroun, puisque vous y avez pris part, vous étiez tous présents, tous les acteurs de cette chaîne-là. Comment avez-vous accueilli les mesures supplémentaires qui sont censées tordre le cou à la recrudescence des accidents de la circulation au Cameroun? Bon, ben, en tant qu'acteur majeur du secteur du transport, nous avons salué cette sortie médiatique du ministre des Transports qui nous rappelait que ce qui existe déjà. Parce que le ministre n'a pas outrepassé de rappeler. Il n'a rien inventé, il a également apporté des solutions. Vous parliez tout à l'heure des heures de repos de ces chauffeurs-là. Il a prescrit le repos à ces chauffeurs. Il a même défini de façon très précise le temps de voyage entre certaines villes du Cameroun. Ne pensez-vous pas que c'est une certaine avancée déjà? Bon, mais c'est une avancée. Si déjà nous pouvons passer de la parole à l'acte, moi je pense que c'est rassurant. C'est rassurant pour qui? Pour le pauvre voyageur. C'est rassurant pour qui? Pour le transporteur qui prend aujourd'hui les bus en traite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre 350 milliards sur un bus pour admettre sur la circulation et que demain ce bus ne vous apporte pas le rendement escompté. Ça c'est d'un. De deux, nous avons dit après cette sortie, ce qu'on attend de notre ministre, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs majeurs pour qu'on puisse réfléchir sur la problématique de la réduction des accidents sur nos routes. Lui-même, le ministre, sait très bien, il le sait, qu'au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas une auto-école qui forme les futurs conducteurs des engins lourds. On n'en a pas. J'allais y arriver parce qu'il y a quand même un gros vide juridique au niveau de la formation des chauffeurs de ces poids lourds-là au Cameroun. Généralement, ils sont formés sur le tard, ils commencent motorboy ou convoyeurs et finalement ils sont à la tête de ces camions-là, ils conduisent pas moins de 70 personnes par jour. Comment résoudre ce problème? Le problème, c'est un problème de fond. Tant qu'on n'aurait pas touché ce problème de fond, on n'aurait pas résolu l'épineux problème des accidents de la route. Parce que quand l'OMS, dans sa sortie en 2015, dit le chauffeur est responsable des accidents de la route à 70%. 30%, c'est le mauvais état de la route, la mauvaise matérialisation, le défaut de signalisation. C'est les 30%. 70%, c'est le chauffeur. Alors, s'il faille aujourd'hui mettre le chauffeur au centre de la préoccupation que le ministre des Transports voulait nous faire consommer aujourd'hui, le problème c'est de commencer par le B à bas, c'est-à-dire que la formation. Parce que quand vous regardez, pendant les 3, 4, 5 années antérieures, vous allez regarder la fréquence des accidents naît entre les gros porteurs et les bus. Exact. Pourquoi les bus? Les bus parce que les soutes des bus aujourd'hui ne passe pas la pesée. La poids totale autorisée en charge n'est plus calculée. Donc vous allez trouver les sous des bus qui transportent 500 sacs de ciment. Vous allez trouver les bus les sous des bus qui transportent 800 sacs de pommes. Alors, en cas d'incident, les dispositifs de freinage avec le poids de la marchandise et le poids de voyageurs ne peuvent pas permettre le bus de s'arrêter. Vous avez encore tout le long du corridor les casques les épaves des voitures abandonnées le long des corridors, qui sont aussi des phénomènes aggravants d'accidents sur nos routes. Et vous avez encore par la suite, madame, parce que quand j'ai parlé des camions, le siphonnage du camion dans les véhicules lourds.
Quand vous voyez un camion qui quitte de N'Djamena pour Douala, le long du corridor, comme le salaire n'est pas suffisant, il passe le temps à siphonner le carburant. D'où la recrudescence de la vente de carburant zoazoa, sur tous les longs des routes. Alors, il y a lieu aujourd'hui, et quand on a siphonné le carburant, le chauffeur est obligé de rouler en point mort. Et quand on roule en point mort, en cas d'incident, quand il veut actionner le frein, directement le frein moteur ne peut pas agir. La voiture ne peut pas obéir au conducteur. Maintenant, la troisième, qui me semble la plus belle, c'est la conduite de nuit. Vous n'allez trouver aucune auto-école au Cameroun aujourd'hui qui forme les futurs conducteurs en conduite de nuit. Ça n'existe pas. Mais est-ce que des initiatives privées ne pourraient pas peut-être répondre à cette demande-là au niveau du marché et se régulariser, se faire régulariser au niveau du gouvernement? Il y a des partenariats qui existent pour pouvoir légaliser tout ça. Tout à fait. Et c'est même ça que nous restons encore. Nous avons la main tendue vers le ministre des Transports. Le seul regret que nous avons, c'est qu'autour du ministre, on n'a pas vu le ministre des Travaux publics qui est en charge de l'aménagement des routes. On n'a pas vu le ministre des Finances qui doit doter les missions de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut être proactif. Il ne faut pas attendre toujours quand il y a un accident avant qu'on dise on va mettre sur pied un comité, on va créer cette commission, on va créer ceci, cela pour disséminer de l'argent. Non, il faut savoir comment anticiper. On attendait auprès du ministre de sa sortie l'autre jour, le ministre des Travaux publics, le ministre de la Santé, le ministre des Finances et bien d'autres ministres qui pensent qu'aujourd'hui, un pays, pour être fort et leader sur le plan économique, a besoin de sa population. On n'est pas prêt aujourd'hui à avaler ou à digérer cette boucherie humaine, cette charcuterie humaine qu'on voit tous les jours sur nos routes. La falaise de Sanchou est devenue un lieu par excellence du rituel, où les gens partent là-bas tous les jours, tous les mois se prosterner. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu retrouver le reste de leur famille suite à cet accident. Cet accident que des voyageurs ont été calcinés au 4e degré. On n'a pas pu retrouver. Souvenez-vous que cela fait 1 ou 2 ans en arrière où un des véhicules sortant de l'Est a pris feu sur la route au niveau d'Abomba, où tous les voyageurs ont été calcinés parce que le transporteur, le chauffeur avait transporté beaucoup des bidons de carburant dans les soutes. On ne sait pas en cours de route qu'est-ce qui s'est produit. Directement, le bus a pris feu et on a encore décompté sensiblement plus de la perte de 30 vies, perte en 30 vies humaines. Et la pas belle aujourd'hui, il y a un arrêté quand même du ministre du Commerce datant de 2015 qui autorise quand même les enfants de 0 à 7 ans d'être exonérés du prix de voyage et d'avoir une place assise. Vous n'allez trouver dans aucun bus une place aménagée pour les enfants de 0 à 7 ans. Vous avez encore, dans la même disposition, les enfants de 7 à 10 ans qui doivent payer le demi-tarif. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vouloir voyager avec votre enfant. On vous accorde ce privilège de payer le demi-tarif à votre enfant. Et vous avez encore dans le même arrêté le poids autorisé des bagages autorisé à être admis dans un soute ou sur les porte-bagages d'un bus. À la pratique, cela n'est pas respecté. C'est à ce titre que nous avons pensé que l'une des solutions, comme nous allons l'aborder vers la fin de l'émission, c'était de voir dans quelle mesure ramener autour de la table tous les acteurs majeurs et poser la problématique. Cela peut se faire 2 fois par an. Nous y reviendrons, Jean Vidal, mais avant, voyons cet élément de la rédaction de Canal 2 International. Nous avons voulu nous rendre compte de l'effectivité des mesures prises par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibéré, le 10 août dernier. Du coup, nous sommes descendus sur le terrain dans les agences de voyage qui avaient été frappées de suspension temporaire. Voici le reportage signé la rédaction de Canal 2 International. C'est comme si le temps s'est figé ici, à l'agence Avenir de la KDI à Yaoundé. La gare qui d'habitude grouille de monde dès l'aurore est à l'arrêt. Entrée barricadée, scellés posés et le personnel divisé entre ceux qui tirent la tronche. On gère la suspension, mais c'est parce qu'on est suspendu qu'on accepte. Avenir l'Acadie a au moins 300 employés. Et chaque employé a au moins une femme et au moins 4 enfants. Ça veut dire que vous avez mis peut-être 1000 Camerounais dans les problèmes. Et ceux qui profitent de ce temps de repos.
Même ambiance au quartier Tongolo, où le parc automobile de Solidarité Plus Voyage est immobilisé. Vous voyez, c'est une entreprise, comme vous constatez, avec une flotte de plus de 150 bus. Nous attendons la décision finale du ministre. À notre arrivée, le staff est en train de se déployer au chevet des 12 victimes encore internées dans les formations hospitalières de la place. Nous continuons jusqu'ici à orienter les familles et les assister de toute nature en ce qui concerne l'accident qui s'est produit. Même si on offre, les transporteurs décrivent principalement le piteux état actuel des ponts et chaussées. Regardez un peu la route de Bertois, c'est une piste. Quand vous venez frapper le pauvre transporteur alors qu'il a une voiture avec une dimension qui se croise avec un camion avec les billes de bois mal chargées en haut, qui traverse le pont bascule avec il ne respecte pas les normes de cubage qu'on lui demande de porter. Mais il est en route, le billes de bois se détache, ça tombe sur le bus. Vous venez frapper les pauvres transporteurs. Tous comptent désormais les heures qui les séparent de la levée de sanctions du ministre des Transports, prise le 10 août dernier. Le constat général qui s'en dégage est que globalement les mesures du Minetransport sont respectées. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben, à la limite, nous pouvons dire cette sortie est salutaire. Bon, c'est une sortie depuis au moins le passage de 2 ou 3 5 ministres antérieurs. On n'a pas vu quelqu'un qui a été aussi farouche comme Gallet à cette sortie. Mais si cela peut porter des fruits, c'est tant mieux. Mais il y a quand même... Vous semblez un peu pessimiste. Pessimiste à ce niveau. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que quand bien même je sais déjà que le départ le bus qui est de Yaoundé pour Douala, le chauffeur, le propriétaire du bus s'arrange à donner 20 000 francs au chauffeur pour pouvoir gérer la route. Enfin, c'est comme ça qu'on le dit vulgairement. C'est-à-dire que la prévention routière, c'est 5 000 francs pour le passage. La prévention à pied des délégations, c'est 2 000. Les gendarmes, c'est 2 000. Les policiers, c'est 1 000 francs. On connaît déjà, jusqu'on connaît les nombres des postes de contrôle. Vous décrivez le phénomène de corruption qui mine également le domaine des transports automobiles. Tout à fait. Et ce problème de corruption qui permet qu'on n'en arrive pas à la cessation de l'infraction. Parce que le principe de la prévention, c'était d'anticiper. Ce n'était pas d'enrichir les caisses de l'État. C'était de pouvoir réduire au maximum les effets aggravants des accidents sur nos routes. Quand des gens vont en route, on te flash pour excès de vitesse, vous payez 25 000, vous continuez à la même vitesse. Est-ce qu'on a un radar au Cameroun qui opère la nuit? Quelles sont les méthodes que le gouvernement a prises pour anticiper les accidents de nuit? L'OMS, encore dans sa sortie, prévoit que la nuit, les personnes décédées sur des accidents de la circulation, le taux est plus élevé que ceux qui voyagent qui décèdent sur un accident en journée. Parce que le taux, la capacité d'assistant dans la nuit est faible. Par contre, le jour, c'est élevé. Mais le long du corridor, on n'a pas trouvé des formations, les centres de formation sanitaire avaient un plateau technique digne de ce nom capable de pouvoir apporter une assistance de gré à gré à un accidenté de la route. Donc ce que vous dites, c'est que les torts sont partagés en réalité entre les Au-delà agences. même d'être partagés, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a retenu le stress comme la 91e maladie professionnelle. Quand vous partez de Bafoussam pour Yaoundé, vous comptez combien de postes de contrôle? C'est sensiblement plus de 100 postes de contrôle. Chacun n'attend que de l'argent. Vous payez jusqu'à payer même ce que vous n'allez pas payer. Et à ce titre... C'est la raison pour laquelle il faut être en règle. Et à ce titre, maintenant, le chauffeur n'est plus obligé d'avoir le permis de conduire. Le véhicule n'est plus autorisé à être en règle. Quand bien même, la dernière en date, c'était la boucherie humaine à Ezeka, où sur plus de 500 morts, on dit qu'il n'y a que 79 décès qui peuvent être indemnisés par la compagnie d'assurance. Et les autres, c'était des morts de trop. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a lieu de revoir le texte qui organise le secteur, comment vous appelez ça, qui organise les assureurs. Parce que si aujourd'hui l'assureur se contente qu'il faut tuer beaucoup pour qu'on puisse indemniser, alors que le principe voudrait qu'on puisse anticiper, qu'on ne trouve plus des morts sur nos routes. À l'époque, quand même, il y avait ce qu'on appelait le fonds de garantie automobile, qui permettait comme ça de survenir
aux accidentés ou bien aux décès suite à un accident de la circulation, ceux qui ne sont pas enregistrés sur un manifeste de voyage, de pouvoir les prendre en compte. Or, maintenant, là, à Sanchou, quand vous comptez 30, 40 morts, vous n'avez pas compté les tout petits. Les enfants de bébés de 0 à 7 ans, vous ne les avez pas comptés. Les enfants de 7 à 10 ans, vous ne les avez pas comptés. On a compté uniquement les parents qui étaient bel et bien enregistrés sur le manifeste de voyage. Alors, nous avons proposé au ministre qu'il faille, au départ de Bafoussam, qu'on a posé un maqueron, qu'on a passé un premier contrat et que l'appareil vous est filmé, qu'on a posé un premier maqueron qui atteste que ce véhicule est autorisé à prendre la route. Là, on va vers un début de solution. Que les bus, quand même, ont un bordereau uniformisé, qu'on puisse quand même savoir qui sont les acteurs des transports au Cameroun. Et je vais vous dire, Zani, il n'y a rien au Cameroun aujourd'hui qui permet d'enquêter sur la moralité de transporteurs camerounais, parce que le phénomène de blanchissement de l'argent a élu domicile dans le secteur de transport. C'est les ministres qui ont les bus dans les agences, c'est les généraux qui ont les bus, c'est les magistrats qui ont les bus dans les agences, c'est tous les hauts commis de l'État qui ont les bus. Mais c'est des personnes déjà nanties. C'est des personnes nanties. L'objectif du transport... Vous avez des preuves de ce que vous annoncez quand même. Oh là là, ça c'est très grave. C'est-à-dire, ce que je vous dis, c'est avec preuve à l'appui. Donc, c'est des personnes déjà nanties, que leur problème aujourd'hui, c'était de réguler. Et si le ministre du Transport avait un souci de ne plus voir les vies humaines, les pertes en vies humaines sur nos routes, c'était de voir dans quelle mesure créer un régulateur. C'est-à-dire qu'il faut un régulateur dans le secteur du transport qui doit en même temps savoir qui est celui-là qui exerce le... Il a fait comment pour avoir 350 bus, 500 bus? Il ne sort de nulle part pour avoir 500 bus. Comment il faut expliquer? Justement, la rencontre du 10 août dernier a permis de faire un état des lieux où le ministre a décrit, selon le rapport qui a été publié, des défauts de permis de conduire, des agences qui exercent dans l'illégalité totale sans autorisation et autres. La liste n'est pas exhaustive. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit un membre du gouvernement faire des sorties comme ça. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau finalement? Non. Sa sortie a été salutaire. Mais il revient aux uns et aux autres de pouvoir prendre conscience, de pouvoir prendre la mesure telle que le ministre a bien voulu passer le message. C'est un communiqué qui nous rappelait que ce qui existait. Vraiment, il a fait que de rappeler ce qui existait. Mais tout simplement parce qu'on était dans un cas de tolérance administrative très très élevé. L'incivisme dans le secteur du transport, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Si on enlève la corruption, les nids de corruption qui jonchent nos routes, je pense qu'on peut arriver à un zéro accident. Si on parvient entre Yaoundé et Douala, à chaque 50 km, on a les dodanes et les ralentisseurs qui permettent d'éveiller le conducteur. D'accord? À chaque 50 km, on a un hôpital capable, si le chauffeur se retrouve dans des conditions qui ne peuvent pas bien, qui puisse trouver un centre de formation hospitalier qui peut le prendre en charge. Si l'État aujourd'hui pense apporter des solutions définitives et idoines dans le but d'assainir certaines mauvaises pratiques dans le secteur du transport, je pense que l'une des choses pratiques à demander aujourd'hui, c'est de mettre sur pied un cadre de concertation permanent. Un cadre, c'est-à-dire qu'ils doivent se tenir au moins 2 ou 3 fois par an, où tous les acteurs, que ce soit les assureurs, les responsables de centres de contrôle technique, les différentes délégations régionales des transports, bref, tous les acteurs, ceux qui meublent dans le transport aujourd'hui, et que suite à leur manquement, on continue à compter les nombres des morts sur nos routes. Je pense qu'on ira vers une solution durable. Mais si on reste au discours, bon, les discours c'est bien, certes, mais elle ne résout pas le problème en amont parce que les transporteurs aujourd'hui ont de la peine dans le transport de masse à trouver un outil dans lequel ils doivent mettre pour transporter les voyageurs. Souvenez-vous, cela fait peut-être 2 ou 3 ans en arrière où on avait suspendu l'agence de voyage Général Voyage. Vous avez vu les flux des voyageurs où dans certains agents existants, ils allaient jusqu'à prendre les 7, les 8 000 voyageurs parce qu'il y avait tellement la demande était très forte, mais au niveau des agences capables de continuer à desservir certaines axes, ce n'était pas possible parce qu'ils n'avaient pas de matériel roulant. Donc l'État gagnant aujourd'hui, non seulement en subventionnant les auto-écoles avec des matériels roulants dignes de ce nom, non seulement aussi à redéfinir aussi le transport de masse. Parce que c'est aussi l'une des graves bêtises qu'on a au Cameroun. Maintenant, si les opérateurs économiques se fâchent et décident de ne plus opérer, que va faire l'État pour subvenir aux besoins de la population?
Alors il n'y a pas un régulateur. Or, s'il y avait un régulateur, le régulateur devait en amont anticiper, de manière à ce que même s'il y a un vide qui se crée quelque part, que ça ne se ressente pas. Qu'il y ait les bus VIP, ou bien les routes de chemin de fer, ou bien l'avion qui peut prendre les gens de Yaoundé pour Bafoussam, même au prix de 30 000, au prix de 20 000. Que les gens voyagent librement. Celui qui n'est pas content de prendre la route peut prendre quand même le train. Celui qui n'est pas content de prendre le train peut prendre quand même les avions. Comme on est dans un système où tout est complètement fermé, il n'y a pas de voies alternatives jusqu'à si la route de Bafoussam se coupe là. Justement, on est bloqué. Si la Douala se coupe, on est bloqué. Il n'y a pas de route secondaire. Alors, c'est donc un ensemble de propositions que vous avez formulées dans une tribune que vous avez rendue publique il y a quelques jours. Nous y reviendrons, mais en attendant, voyons également un autre facteur très important à prendre en compte dans le secteur des transports au Cameroun. C'est le contexte sanitaire actuel lié à la pandémie de Covid-19. On annonce au Cameroun la présence du variant Delta, plus farouche, plus meurtrier. Le Cameroun est en train de s'organiser pour pouvoir mettre en place un dispositif adéquat pour parer à ce nouveau variant-là. Les détails dans ce reportage signé Karen Mezatia Choya et Luc Mvondo. Le nouveau variant a de fortes chances de trouver terrain fertile au sein d'une population qui, en plus d'avoir mis en quarantaine les mesures barrières, est encore réfractaire au vaccin. Moins de 500 000 personnes injectées contre la Covid-19 à date. La distanciation entre l'immunité collective et le pays qui exige qu'au moins 20% de la population soit vaccinée, soit un peu plus de 5 millions d'habitants, est très grande. La troisième vague du Covid-19 est tout près de nous. Et quand nous voyons ce que le variant indien a fait en Inde, fait au Sénégal, fait en RDC, le Cameroun court un grand risque. Le Cameroun court le risque de voir la situation épidémiologique actuellement stable entrer rapidement à l'agonie avec le variant indien si rien n'est fait. Le nouveau visage que présente le coronavirus, déjà en circulation à Yaoundé et Douala, tel que confirmé par le Centre Pasteur du Cameroun, est beaucoup plus farouche. Il peut se transmettre rapidement, il peut développer une maladie plus grave, il peut changer la forme de la symptomatologie, donc la présentation de la maladie, il peut échapper au système immunitaire, c'est-à-dire parfois le vaccin peut être moins efficace, il pourrait, et ce n'est pas encore arrivé, échapper aux mesures de contrôle habituelles comme les mesures de santé publique. Le gouvernement est prêt pour la riposte, mais il ne peut mettre la Covid-19 à genoux seul. Le combat appelle à l'implication de tous. Le respect des mesures barrières et surtout la vaccination. De notre côté, le système de santé se prépare, c'est-à-dire en termes de quantité de lits disponibles pour pouvoir accueillir les malades, la disponibilité de l'oxygène dans les différents hôpitaux, y compris au niveau régional, la protection du personnel de santé. Le challenge est grand dans notre contexte, caractérisé par les constantes organisations d'événements qui rassemblent du beau monde. Et avec la CAN 2022 qui avance à grands pas, chacun doit enfiler le maillot et serrer l'attaque. De même que la lutte contre la Covid-19 appelle l'action concertée de tous, la lutte contre les accidents de la circulation également. C'est peut-être un aspect qu'a omis de préciser le ministre à la concertation du 10 août, la lutte contre la Covid-19 qui reste d'actualité malgré tout. Bon je pense quand même que nous sommes retrouvés dans un contexte où tout le monde était obligé de se mettre, c'est-à-dire de se serrer les coudes pour qu'on puisse faire face aux mesures barrières. On était même allé plus loin en réduisant même les nombres de voyageurs dans les bus. On est même allé plus loin en disant que chaque agence devait prévoir un seau d'eau, le savon, de quoi permettre à chaque voyageur de pouvoir se nettoyer les mains, avoir son cache-nez. Et je crois que ces parties continuent à être disons au sein des entreprises de transport. Donc, on observe quand même un certain relâchement au niveau des mesures barrières, le respect des mesures barrières. Quelles sont les solutions à long terme, puisque la Covid pourrait s'étaler sur 10 ans, il faudra toujours faire avec. Vous, dans votre mémorandum, qu'est-ce que vous préconisez en guise de solution? Bon, nous avons, avant d'arriver à la proposition, avant d'arriver à quelques pistes de solutions de sortie, nous avons quand même demandé au ministre des Transports de pouvoir signer quand même
des contrats de partenariat avec des centres de formation en engins lourds, tels que le CEFTA, tels que le Matgénie. Parce que Dieu seul sait, le coût d'une formation là-bas s'élève entre 800 000 et 1 600 000 francs. Dans les auto-écoles pratiques, vraiment, je ne trouve pas un Camerounais lambda en train de payer cette somme. Ça reste onéreux. Justement, s'il faille apporter une solution idoine, c'est de pouvoir déjà les subventionner, les centres de formation, les apporter les appareils idoines capables de réguler ceux qui désormais postulent à l'obtention d'un permis de conduite de catégorie D et C, CE et G. L'une des pistes aussi, c'était de voir dans quelle mesure reviser le code de la route dit CEMARC. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'à 16 ans, on a le permis A, à 18 ans, on a le permis B, à 21 ans, on a le permis C. 21 ans encore, on a le permis CE, capable de conduire la semi-remorque. 21 ans, on a le permis D, capable de conduire le bus. 21 ans, on a le permis G, capable de conduire les engins ou les caterpillars. À 21 ans, on a quelle expérience professionnelle? Capable de prendre un bus de N'Djamena pour Douala, capable de prendre un camion de marchandises pour Bafoussam. On a quelle expérience? On devait, je pense aujourd'hui que l'État doit un peu revoir cet âge, l'âge des enfants. Parce que c'est pratiquement les enfants, les bébés. Et à ce titre, qu'est-ce qu'on attend? Non, que des accidents. L'une des propositions que nous avons pensé mettre à la disposition du ministre, c'était de voir dans quelle mesure mettre sur pied un fonds de solidarité capable aujourd'hui d'anticiper les accidents sur nos routes, d'animer les campagnes de prévention routière dans les agences de voyage, dans les points de chargement, dans les points de racolage, dans les gares routières. Et ce fonds viendra d'où? Première piste, nous avons dit ce que habituellement nos cotisations que nous payons sur nos routes, ce qu'habituellement on appelle péage. C'est 500 francs qu'on paye tous les jours. Chaque transporteur doit payer 500 francs. Ou chaque voyageur doit payer 500 francs. On peut, la somme de cet argent, on peut créer un fonds de solidarité capable de pouvoir mettre de l'argent à la disposition de ceux qui doivent de temps en temps animer les campagnes de la prévention. Nous avons et ces campagnes-là se tiendraient à quelle fréquence? Bon, le ministre pourrait définir les calendriers ou bien au cours des assemblées des états généraux du transport, on pourrait définir les modes opératoires de la gestion de ce fonds. Nous avons encore proposé par litre de billet, on peut prélever 0,01% par billet consommé pour financer les actions de la prévention. Sur un litre de carburant, on peut prélever 0,002% pour financer les actions de la prévention. Sur tous les titres de transport que le ministre des Transports lui-même en charge, on peut prélever 30%. 30% pour financer les actions de la prévention. Et on a même proposé encore que le ministre des Transports doit instituer ou bien demander et accorder auprès de la primature ou bien de la présidence l'autorisation de mettre sur pied le fameux comité de prévention et de sécurité routière, qui existe dans les textes, mais à la pratique, ça n'existe pas. Et à ce titre, non, la dernière, c'était quand même de doter les délégués départementaux, les délégués régionaux de transport, des outils les permettant de faire face aux nombreux accidents. Vous avez vu, la dernière en date, c'était l'accident de Bachenga. Le délégué départemental ne peut pas arriver sur les lieux parce qu'il n'a ni voiture, il n'a ni personnel formé, il n'a rien. Parfois même, il ne réside pas parce que c'est des zones où la lumière n'existe pas. La lumière apparaît et parfois disparaît après 3 mois. Personne ne réside sur les lieux. Quand il y a un accident, il faut l'appeler à Yaoundé pour qu'il se déporte. Ah, c'est ses propres frères. Il va trouver la voiture comment pour se déporter sur les lieux. Dans la zone d'Obala, mon atelier, il n'y a pas un hôpital avec un plateau technique digne, capable de porter secours aux accidentés. Maintenant, il faut intégrer les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux avec les acteurs de la société civile, comme les ONG, Securud et autres, dans les missions de la prévention. Nous allons tous les jours former les jurys de l'examen de permis de conduire. Et ces jurys sont formés d'abord sur les gestes de premier secours, sur la maîtrise de la route et la connaissance de la route. Donc, on peut prendre ces experts-là et mettre à contribution pour animer les campagnes de la prévention routière. Et si cela est fait, nous sommes convaincus en tant que syndicalistes que vraiment c'est des mesures qui peuvent aujourd'hui booster et amener à réduire certains comportements sur nos routes et à reculer le phénomène d'accident. Donc, c'est à ce titre que nous disons encore, cette sortie elle est salutaire, mais qu'on ne s'arrête pas à cette sortie, mais qu'on continue le travail de manière à pouvoir anticiper. Sinon,
D'ici demain, on va vous appeler encore que sur l'axe Garoua, il y a encore eu accident avec mort d'homme. Les bus qui sont aujourd'hui homologués, les bus viennent à 50 places, on homologue à 70 places. Qui homologue, c'est le même ministre. Et c'est le même ministre qui dit dans le communiqué que toutes les places assises doivent avoir la ceinture de sécurité. Donc il y a lieu de comprendre que du moment où le communiqué est signé, la loi n'étant pas rétroactive, ça aura plutôt effet sur les nouveaux bus qui sont en gestation, qui sont en train d'être mis en circulation. Allons sur la rue de Soie, vous allez voir la quasi-totalité des minibus qui font la rue de Soie, vient en 9 places assises. Mais quand ça arrive ici, on homologue à 12 places, à 14, à 18 et à 22 places. Il y a un texte sur l'homologation. Maintenant, est-ce qu'en l'homologuant, le fabricant qui a fabriqué ce bus, en tenu compte des nombres de poids, en tenu compte du poids de moteur, le poids en charge, quand vous avez homologué, vous avez augmenté le nombre de places, vous avez augmenté le poids sur la charge de freinage, en violation des règles que le fabricant lui-même a mis à votre disposition. Et à ce titre, et on veut lutter contre les accidents, on ne peut pas lutter. Donc il y a des pratiques que nous-mêmes, on doit s'auto-refuser, en commençant par le ministre lui-même et en tenant la réunion avec tous les ministres impliqués dans la chaîne de responsabilité des accidents sur nos routes. Et c'est un cri de détresse qui n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Le ministre, en tout cas, a fait un premier pas. C'est vrai que beaucoup reste à faire, mais en tout cas, la question est sur sa table. On imagine bien, parce qu'il y a des vies qui comptent. La route continue de tuer, mais nous également, du coup, on appelle à beaucoup plus de responsabilité, beaucoup plus de prudence. Merci, Jean Vidal, d'avoir accepté l'invitation de Canada International. Tout le plaisir a été pour moi. Et je propose pour dire à tous mes membres, vraiment, tous ceux qui nous suivent à l'instant, que bonne fête. Bonne fête. Lundi, c'est férié. Oui, bonne fête de l'Assomption. Bonne fête de l'Assomption. Vous faites bien de le rappeler parce que c'est l'actualité également. Bonne fête de l'Assomption à tous. Merci de nous avoir suivis. La rétro de ce 15 août, stop et fin. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous. Bon dimanche.